Europe 1, Pascal Praud. Nous sommes donc ce matin avec Sonia Krief, le bain de Sonia, celle qui murmure à l'oreille des bébés. J'accueille mon post-partum aux éditions Albin Michel. Et vous écrivez, seulement une femme sur 10 parle d'aspects positifs à propos de cette période. D'ailleurs, on peut encore entendre dans le langage populaire cette horrible expression, elle a fait un post-partum. En réalité, toutes les femmes qui accouchent font un post-partum pour la simple et bonne raison que ce mot désigne la période qui suit immédiatement l'accouchement. Dans quel état est une femme ? Isolée. Isolée, elle est dans le doute, elle se sent seule. Non, pas toutes. En tous les cas, c'est vrai que si on donnait la parole à toutes, on serait certainement très étonné du nombre. Mais tout est en lien avec l'accompagnement. Plus elles seront accompagnées et moins elles seront dans cet état, c'est clair et net. Les familles sont assez dispersées. On se retrouve à un moment de notre vie, qu'on soit la maman, le papa, le coparent, ça va être un bouleversement assez incroyable. On ne s'y attend pas. Un bouleversement hormonal, un bouleversement chimique, un bouleversement du corps, un bouleversement de ton rythme de vie, un bouleversement de la relation avec son partenaire. C'est un bouleversement qui arrive de tous les côtés et ce n'est pas que de l'expliquer qui devrait inquiéter, mais en tous les cas, ça permettrait de comprendre ce qui se passe, de l'accepter et peut-être de trouver des outils et des accompagnements qui vont nous aider à adoucir ce passage qui, on l'espère pour tout le monde, sera le plus beau possible parce qu'on parle quand même de la naissance d'un bébé et de la naissance des parents. Et de la naissance des parents qui deviennent grands-parents. Ça aussi, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de ce passage du grand-parent. Bon, en tout cas, moi c'est délicat, par définition, je peux mal en parler, mais Géraldine, qui a vécu cette expérience. Il y a 11 ans, et comme je disais à Sonia Krief hors antenne, que j'aurais bien aimé avoir son livre il y a 11 ans entre les mains pour comprendre plein de choses, parce que oui, c'est vrai que l'arrivée d'un bébé, même si c'est une période de joie, on accueille un enfant, c'est un chamboulement total. Et voilà, et ce qui peut engendrer parfois ce qu'on appelle des gros baby blues ou des dépressions postpartum des femmes. Et ces femmes-là ne sont pas forcément comprises parce que normalement, la naissance d'un bébé, c'est la joie. Donc c'est pour ça que ça reste tabou et ce qu'elle explique très bien dans ce livre. Alors, combien de temps ça dure, j'ai envie de dire, médicalement ? Est-ce qu'on peut le préciser ? Ou est-ce que c'est plus vague ? C'est 1 mois, 2 mois, 6 mois, un an ? On aura tout lu. Moi, j'ai envie de dire que chaque femme vivra son postpartum à sa vitesse. Alors, on dit qu'il faut à peu près 2 ans au corps de la femme pour récupérer d'une naissance. On va dire que ça dure 3 ans, mais en même temps, si on enchaîne les naissances, on enchaîne aussi les postpartum. Donc, si on fait un bébé tous les ans et demi, donc on peut avoir 5 ans de postpartum. Vous n'avez pas de statistiques pour nous dire si c'est une femme sur 2, 2 femmes sur 3 ? Il y a environ le postpartum, mais pour tout le monde, pour toutes les femmes qui accouchent. Maintenant, si on parle de la dépression, on tourne autour des 20-25% chez la femme. Et 1 homme sur 10, ce qui est quand même, à mon sens... il y a 1 homme sur 10 également qui a un homme sur 10. Et pourquoi ? Mais parce qu'il vit le même bouleversement que la femme. Ça va être compliqué, c'est une recomposition de la famille, c'est de la fatigue, c'est du manque de sommeil. On s'accroche un peu avec sa chérie. Écoutez, parce qu'on est fatigué. Sonia, pardonnez-moi, mais on est tous passés par là. Je veux dire, mais on n'avait peut-être pas la même vie qu'aujourd'hui aussi. Bon, écoutez, on n'avait pas la même vie et il y avait la famille, moi, j'avais pas de famille à Paris et puis on improvisait et puis on travaillait et puis on se pesait. Aujourd'hui, on ne l'accepte plus. On n'accepte plus d'être dans cet état et d'étouffer nos émotions et d'étouffer notre mal-être de jeune mère ou de jeunes parents. Enfin, alors moi, j'ai jamais ressenti un mal-être parce que mes filles sont nées. Je peux pas vous dire autre chose. Et je vais vous dire quelque chose. Mais je dois être voilà, je dois être. Mais bien sûr. Mais non, mais vous parlez d'1 homme sur 10. Bon. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Et il se trouve qu'on est le 4 avril aujourd'hui. Bon, il se trouve que par le plus grand des hasards, ma fille Morgane est née le 4 avril. Bon, je me souviens très bien, je suis passé à la clinique le matin,
à midi, j'étais au travail. Mais les hommes n'ont plus envie de ça. Les hommes ont envie de leur... Mais c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien évidemment. C'est-à-dire que là, c'est combien le congé paternité? Vous pensez que c'est une bonne chose? Bien évidemment. Aujourd'hui, c'est 1 mois. Et j'espère que le fait que cette maman soit accompagnée par son coparent pendant 1 mois, du coup, va se sentir beaucoup moins isolée. Il va se créer une relation du papa ou du coparent avec son enfant qu'il n'avait pas le temps de créer parce qu'au bout de 3 jours, il était au travail. Donc, ça sort de l'isolement et ça crée du lien et ça commence moi, je partage pas tout à fait votre avis parce qu'il est au travail, il n'est pas au travail 24 heures sur 24. Il rentre le soir et puis le soir, il a le contact avec son enfant. Oui, mais c'est pas pareil. On n'est pas dans la même relation de détente après une journée de 8 heures de travail. On ne se rend pas compte de ce qu'est en train de vivre aussi la maman dans ces 2 mois et demi de congé maternel puisqu'on est à 10 semaines. On se rend pas compte de ce qu'elle est en train de vivre. Donc moi, je pense que c'est important. En tous les cas, l'homme a envie de cette place et ce coparent a envie de cette place de papa et de ce partage des tâches entre guillemets. La maternité, vous dites aujourd'hui, c'est trop court, on reste trop peu de temps, c'est 2 jours, 3 jours, alors que dans le temps, on restait, paraît-il, 10 jours. Bon. Oh ben oui, moi quand j'ai commencé, en 78, oui, pourquoi 30 jours? Parce que j'étais très malade. Ouais. Moi je suis ressorti il y a 2-3 jours simplement de la maternité. Oui, moi j'ai commencé en 78. En 78-79, on gardait les femmes 11 jours à la maternité. Et là, on en est passé. Et vous trouvez que c'était trop à l'époque et pas assez aujourd'hui? En tous les cas, on s'en plaignait pas. Aujourd'hui, on s'en plaindrait certainement. Il y a peut-être un juste milieu. Maintenant, je pense qu'il faut s'adapter à la demande des parents. Il y a des femmes qui ont juste envie d'accoucher, rentrer chez eux et chez elles 12 heures après parce que tout va bien et que c'est peut-être pas un premier enfant. Et puis, il y en a d'autres, vous leur dites 2 jours. On aimerait bien rester un 3e jour supplémentaire. Pour lancer un peu plus notre allaitement, pour avoir un peu plus d'accompagnement des professionnels de santé. Moi, je pense qu'il en faut un petit peu pour tout le monde. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais alors, qu'est-ce que vous conseillez? Un jeune couple arrive, vient vous voir. La femme est enceinte de 8 mois. Elle va accoucher dans le mois. Vous les recevez, vous allez discuter avec eux. Vous allez voir comment ils sont, s'ils s'entendent bien, s'ils ont déjà imaginé comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous leur dites? Imaginons. Pour le postpartum. Qui viennent vous voir, voilà. Qu'est-ce que vous leur dites en précaution pour prévenir justement le postpartum, mais également pour que l'homme soit à la hauteur de ce qu'il doit être. Donc ça va être pour prévenir la dépression, puisque le postpartum, tout le monde le fait, toutes les femmes en tous les cas, et même le coparent. Mais c'est dès qu'on se sent isolé, dépassé par un sujet qu'on n'arrive plus à gérer seul ou en compagnie de son ou de sa chérie, se faire accompagner. Il y a beaucoup de professionnels de santé qui ont suffisamment d'outils pour accompagner ses parents. Il suffit parfois de 3 fois rien, juste expliquer tout simplement comment fonctionne, entre guillemets, un bébé, quels sont ses besoins, quelles sont ses émotions, comment se passe cette transition de l'intra-utérin à l'extra-utérin, quel bouleversement lui va vivre. C'est pas moi qui le dis, des pédopsychiatres, des psychologues, depuis des centaines d'années, ils parlent de traumatisme de naissance et pour adoucir... Ça, vous parlez pour l'enfant. Je parle pour l'enfant. Qui sort, évidemment, on a tous vécu cette période-là par définition, mais on s'en souvient pas. Heureusement, apparemment. Consciemment, on s'en souvient pas, mais c'est quelque part dans notre petite tête. Ah oui, mais on a tous a priori été dans le ventre de notre mère. Mais c'est quelque part rangé, bien évidemment. Mais si on se fait accompagner, qu'on explique tout ça aux parents, parce que je répète que quand on explique, on comprend, et quand on comprend, on accepte, on accueille plus facilement des pleurs, on accueille plus facilement que les nuits vont être pourries, on accueille plus facilement qu'on va peut-être un peu se chamailler avec son chéri parce qu'on est excédé, fatigué. Donc, ce que je leur conseille vraiment, c'est de communiquer un maximum avec son partenaire, lui expliquer que l'homme soit présent. L'homme soit présent, c'est-à-dire que l'homme soit présent, par exemple, la nuit, c'est lui qui peut-être se lever pour le biberon de 3 heures ou de 4 heures. Et c'est pour ça qu'on a allongé le congé de paternité, c'est qu'il puisse participer à tout ça
et créer lui-même aussi ce lien d'attachement qui se crée. Et à l'enfant, comment faut-il se conduire avec cet enfant qui vient de naître? Est-ce qu'il faut lui parler tout de suite? Est-ce qu'il faut le toucher, j'imagine, bien sûr? Eh ben, en fait, je pose des questions, mais on l'a tous fait naturellement. Oui, on l'a tous fait naturellement, mais on a aussi des neurosciences qui sont là et qui viennent vraiment appuyer ce qu'on fait depuis toujours, mais avec des recherches scientifiques. Je vais poser la question, pardonnez-moi de vous interrompre différemment. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le laisser seul dans son coin. Ne pas l'écouter. Ne pas l'écouter, le petit, il dort 18 heures quand même, les premières minutes. Quand il dort. Il dort combien de temps la première semaine? C'est très variable. Là aussi, le sommeil du bébé n'est pas le sommeil du bébé d'il y a 20 ans. Je dirais que non, parce que la vie qu'il y a autour du sommeil du bébé a évolué aussi. Ah, ça c'est fou. Bien évidemment. Le bébé dort moins bien qu'il y a 20 ans. Bien évidemment, il dort moins bien qu'avant. Vous êtes sûr de ça? J'en suis absolument certaine. La preuve, c'est qu'il fleurit des coachs en sommeil dans tous les sens. Il y a des coachs en sommeil pour bébé. Ouais. Alors là aussi, juste une petite parenthèse. Faites-vous accompagner par des professionnels de santé qui connaissent bien le sujet du sommeil du nouveau-né. Voilà, je ferme ma parenthèse. Bien sûr, coach. Non, mais c'est vraiment très important. C'est un gros sujet en ce moment. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est oublier ce que vit ce bébé de son passage d'une rive à l'autre, de l'intra-utérin à l'extra-utérin. C'est un peu abstrait, si vous me permettez. Oui, mais non, il suffit de juste un peu fermer vos yeux. Mais est-ce qu'il y a des actes qu'il ne faut pas faire, des mots qu'il ne faut pas dire? Imaginez le petit fœtus dans le ventre de sa mère et imaginez le petit enfant qui est en train de naître. Il n'est pas réussi. Oui, mais est-ce qu'il faut lui dire, par exemple, qu'est-ce que tu es beau, tout de suite? Peut-être pas tout de suite, mais moi, à ma fille, plus tard, je lui ai dit, tu sais, t'étais pas belle quand t'étais née. Aujourd'hui, c'est une bombe. Ah bon? Aujourd'hui, elle est très belle, mais je lui ai dit, t'étais pas très belle. Oui, mais c'est pas très grave. Mais non, mais c'est pas très grave. Mais il faut lui dire déjà. Est-ce qu'il faut beaucoup l'embrasser, beaucoup le cajoler? Il faut beaucoup le regarder. Voilà. Le regard est un langage. D'accord. Le toucher est le premier sens que le fœtus on fait développe. Tout ça en même temps. Oui, mais il faut le faire avec conscience. Il faut le faire en se disant, on passe des messages par notre regard. On dit à quel point on aime à travers un regard. On dit à quel point on aime à travers un toucher. On dit à combien on aime à travers un bain. Donc c'est envoyer des bons messages, les valoriser, leur dire que vous comprenez leur peur d'être né, que vous comprenez les pleurs. En tous les cas, laisser pleurer un bébé tout seul dans son coin, on ne les fait plus. Jamais. Même si on n'arrive pas à calmer ses pleurs, il faut accompagner ses pleurs. Bon écoutez, moi je trouve ça évidemment passionnant parce que c'est très difficile de savoir ce qu'il y a dans le cerveau d'un bébé, bien sûr. Moi, j'ai toujours l'impression que l'amour, simplement, ça se transmet, ça se voit, ça se sent, et que le bébé, il sent si on l'aime. Je trouve que les enfants ont toujours raison. Quand un enfant dit, par exemple, la maîtresse m'aime pas, ou mon entraîneur de football m'aime pas, ou mon père m'aime pas, je trouve qu'il a toujours raison. Quand t'as 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je pense qu'on peut pas inventer ça. Mais peut-être que je me trompe. Non, l'amour, bien évidemment, mais l'amour. Parce qu'on sait. L'amour de plein de façons. L'amour de plein de façons. Vraiment, prenons le temps, justement, d'installer cet amour, qu'il soit bien reçu, et que ce lien d'attachement, vraiment, est très important. Monsieur Boubouk, vous souvenez, vous, de vos premiers jours? Oui, je m'en souviens parfaitement. Non, non, malheureusement, comme tout le monde. Oui, qu'est-ce que vous voulez me dire? Rien. Ah oui, non, c'est juste une question comme ça. Non, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'on faisait maintenant. Ah d'accord, non, mais j'allais lire un message, mais je sais même pas si on a le temps. Avec le débrief. Très rapide, un message très rapide. On a qu'est-ce qu'on va voir le débrief, c'est trop court avec, évidemment Sonia, parce qu'on avait plein de questions à vous poser, et j'ai peur que ce soit déjà terminé. Allez malheureusement. Voir sur YouTube, c'est Moi j'aurais voulu parler parler d'un sujet un peu tabou. Dernière chose, c'est la reprise de l'activité sexuelle, parce que c'est vrai que dans un couple, le désir c'est extrêmement fragile. Je suis pas sûr que l'homme doit être présent au moment de l'accouchement et doit tout voir. Je n'en suis pas certain. J'ai le temps de. Oui. Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de salles de naissance avec mes collègues sages-femmes. C'est vrai que dès que je voyais qu'il y avait des forceps qui sortaient ou des gestes un peu compliqués, je me mettais exprès devant l'homme pour qu'il ne regarde pas. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Il est là en soutien près de sa femme, mais c'est suffisant. Et le comme ça. retour de la sexualité, c'est combien de temps après? Ça se discute. On est face à l'humain. Chaque humain a son propre temps. Bon. C'est pour ça que la communication est très importante. Et l'acte sexuel n'est pas juste une pénétration. Il peut y avoir tout plein d'érotisme autour. Donc prenons le temps et discutons. Bon, c'est vraiment dommage. Il est 12h48. On est trop tard. On marque une pause et on revient avec le débrief parce que c'était passionnant de vous écouter. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1.